Il y a presque 140 ans, des pêcheurs ont sorti du lac Michigan les fragments d'un navire. Où était le reste? À compter de ce moment, des passionnés ont consacré des années entières à traquer ce mystérieux bateau fantôme. Dans les années 70, la quête a pris un tournant plus sérieux, une récompense de 1000 $ étant promise à quiconque parviendrait à le localiser. Pourtant, aucun indice. Le navire semblait s'être évaporé, jusqu'à aujourd'hui. Des chercheurs ont finalement repéré l'épave au large de Bailey's Harbor, dans le Wisconsin. Ce navire, nommé F.J. King, s'était volatilisé en 1886. À cette époque, ce bâtiment de 44 mètres de long assurait une mission essentielle, le transport de grains. Vous pourriez vous interroger, du grain vraiment, c'est tout? Eh bien certes, ce n'était pas un trésor scintillant, regorgeant d'or et de pierreries, mais il faut apprécier la situation dans son ensemble. À cette époque, le Wisconsin était connu comme le grenier à blé de l'Amérique. L'État produisait d'énormes quantités de nourriture, notamment du blé, environ 1/6 de la production nationale. L'agriculture était en plein essor, ce qui représentait bien sûr beaucoup d'argent. Le F.J. King appartenait à cette période dorée. Pendant près de 19 ans, le navire avait convoyé et échangé du grain et du minerai de fer à travers le canal Welland. Puis, arriva le 15 septembre 1886. Ce jour-là, l'équipage était occupé à acheminer du minerai de fer du Michigan jusqu'à Chicago. Ce ne devait être qu'un autre voyage de routine, mais ils furent pris dans une violente tempête. Les conditions étaient brutales, avec des vagues atteignant près de 3 mètres de haut. L'équipage lutta désespérément pour écoper l'eau et maintenir le navire à flot, mais les vagues étaient trop fortes. Elles continuaient de s'abattre, l'une après l'autre. Les hommes se battirent sans relâche jusqu'à l'épuisement. Les vagues disloquaient peu à peu la coque du bateau. À ce stade, la catastrophe était inévitable. Le capitaine William Griffin donna alors l'ordre: abandonner le navire. Les hommes n'avaient d'autre choix que de partir. Ils saisirent leurs affaires aussi vite qu'ils le purent et montèrent dans le petit canot du navire. Il était 2 heures du matin et tout autour d'eux baignait dans l'obscurité. En tentant de se rapprocher du rivage, le F.J. King sombra proue en avant. Puis, soudain, boum! L'équipage regarda avec stupéfaction le pont arrière exploser, projetant les papiers du capitaine à 15 mètres dans les airs. Ils restèrent dans le canot, jusqu'à être secourus par une goélette de passage, la petite, qui les conduisit à Bailey's Harbor. Peu après, le capitaine Griffin déposa un rapport de naufrage. C'est alors que débuta le véritable mystère. Dans son rapport, le capitaine indiqua que le navire avait coulé à environ 8 km des côtes du lac Michigan. Mais ce n'était que son estimation. Elle ne reposait sur aucun instrument ni relevé précis, seulement sur ce dont il se souvenait cette nuit-là. Une semaine plus tard, cependant, un gardien de phare aperçut les mâts d'une goélette dépassant de l'eau, bien plus près du rivage. Il en informa un journal local, et c'est à ce moment que les questions commencèrent à se multiplier. Pourrait-il s'agir du F.J. King, même avec cette piste solide? Personne ne parvint à retrouver le navire. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années, jusqu'en 2025. C'est alors qu'un enquêteur nommé Brandon Bayod décida qu'il fallait agir. Il rassembla une équipe d'une vingtaine de scientifiques et d'historiens pour enfin localiser cette épave d'antan. Ils examinèrent des centaines de documents originaux sur le navire et le jour de sa perte, reconstituant des indices et restreignant la zone où il pouvait se trouver. Beaucoup d'experts disaient « laissez tomber ». Et il est vrai qu'ils avaient toutes les raisons d'être découragés. Cette région avait déjà été sondée maintes et maintes fois, et le navire semblait toujours introuvable. Mais Bayod ne se laissa pas décourager. Il savait que c'était un pari risqué. Mais rechercher ce vaisseau fantôme présentait d'autres avantages. Son équipe voulait acquérir une expérience de première main au moyen d'un sonar tout neuf et extrêmement performant. Avec cela en tête, ils se lancèrent dans leur mission et se rendirent au lac Michigan le 28 juin. Très bien. Mais par où commencer? Tout d'abord, Bayod devait clarifier un certain point. À l'époque du naufrage, qui avait vraiment vu juste quant à l'emplacement du navire, le capitaine ou le gardien du phare? Obtenir cette réponse les orienterait dans la bonne direction. Ensuite, Bayod pensa à quelque chose que vous avez peut-être déjà envisagé. Comment le capitaine pouvait-il réellement savoir où il se trouvait? Il faisait noir comme dans un four. Il venait de lutter pour maintenir son navire à flot.
Il voyait peu, il était épuisé et probablement affamé. Ses pensées n'étaient certainement pas claires. L'enquêteur comprit alors que les indications du gardien de phare étaient sans doute plus fiables. Heureusement, il retrouva l'article de journal de 1886, celui où le gardien précisait l'endroit où il avait aperçu les mâts pour la dernière fois. Bayod traça ensuite une grille de 5 km² autour de cette localisation. Puis, l'équipe décida de cartographier le fond du lac à l'intérieur de cette zone en utilisant leur technologie de pointe. Ainsi, ils se trouvaient à bord du Shoreline, un bateau de tourisme qui transporte normalement des visiteurs le long de la péninsule. Ce jour-là, ils ne s'attendaient pas vraiment à découvrir quoi que ce soit. Leur unique objectif était de tester le nouveau sonar à balayage latéral, bien plus performant que le modèle précédent utilisé par l'équipe. Mais, après environ 2 heures de recherche, un phénomène étrange se produisit. Le sonar, qui émettait des ondes pour cartographier le sombre fond du lac Michigan, commença à se comporter différemment. Lorsque les images commencèrent à se former, elles révélèrent une forme impossible à méprendre. Un navire. Bingo, ils l'avaient trouvé. L'épave se situait à moins d'1 kilomètre de l'endroit indiqué par le gardien du phare. À ce stade, certains membres de l'équipe durent se pincer pour y croire. Ils étaient stupéfaits, non seulement d'avoir retrouvé le navire si rapidement, mais aussi par son remarquable état de conservation. Les enquêteurs avaient certes de l'espoir, mais ils pensaient que le navire aurait été réduit en morceaux. Après tout, il transportait du minerai de fer, et le poids de tout ce métal aurait pu le briser davantage. Mais non, à la surprise générale, la coque était presque entièrement intacte. Certes, le côté avant droit était écrasé, mais le reste demeurait pratiquement intact. Les enquêteurs découvrirent même les effets personnels de l'équipage et des ustensiles de cuisine éparpillés au fond du lac. Une fois le choc surmonté, ils firent appel à des archéologues pour examiner le site et réaliser un modèle tridimensionnel de l'épave. Il s'agit du 5e naufrage majeur que Bayod et son équipe ont élucidé au cours des 3 dernières années. Mais la vérité est que cette région recèle encore de nombreux mystères à révéler. Le F.J. King n'est qu'un des quelques 6000 navires endommagés ou détruits dans des incidents survenus dans les Grands Lacs au cours du 19e siècle. On estime que des centaines de ces épaves restent encore cachées au fond des lacs supérieurs, Michigan, Huron, Erie et Ontario. Heureusement, des découvertes comme celle-ci risquent de devenir de plus en plus fréquentes. Aujourd'hui, on retrouve plus d'épaves qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. Les progrès technologiques ont rendu l'exploration du fond des lacs à la fois moins coûteuse et plus accessible, non seulement pour les professionnels, mais également pour les passionnés amateurs. De plus, le profil de ces chasseurs d'épaves modernes a évolué. Ils recherchent désormais les navires surtout pour leur valeur historique, plutôt que pour y dénicher un trésor. Un autre projet susceptible de révéler encore davantage d'épaves dans les Grands Lacs se nomme Lakeped 2030. Il pourrait tout changer, puisqu'il vise à cartographier intégralement le fond des lacs. Or, à l'heure actuelle, seulement 15% environ ont été explorés. Cela signifie que les Grands Lacs conservent probablement encore leurs plus grands secrets. Et rien que cela reste particulièrement enthousiasmant.